et l'idée du Ikea, du vêtement qui a mûri à ce moment-là, a fait D'accord. que, en gros, au lieu de continuer comme DG, je me suis dit, non, mais là, l'idée que j'ai, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, et je ne pensais pas que ça m'arriverait, d'avoir une idée qui t'empêche de dormir et ou qui te réveille en me disant, mais celle-là, j'ai vraiment envie de la pousser, quoi. Tu Hmm. t'essayes de la monter, démonter en te disant, je pense qu'il y a une erreur, je pense qu'il y a un truc qui va pas, il y a sûrement un site que j'ai pas vu et qui existe et qui le fait déjà. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypiques, je n'ai qu'une seule envie, leur poser la question: comment t'as fait? Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'1 heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti! Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Bouten, fondateur de Fier comme un pan, une marque collaborative de création de vêtements prêts à monter tout simplement. Salut Laurent. Bonjour Julien. Alors Laurent, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur ce podcast. On a parlé de Fier comme un pan, mais ton histoire, c'est celle d'un étudiant en marketing qui a commencé sa carrière par plusieurs postes, justement dans le marketing, en tant d'abord que chef de projet, chef de produit ou directeur marketing acquisition, pour ensuite devenir directeur d'entreprise et finalement te lancer dans l'entrepreneuriat en créant Fier comme un pan, avec l'intime conviction qu'on peut en France créer des vêtements sur mesure de manière différente. Ton actu, et c'est ce qui va faire de cet épisode un épisode spécial, c'est celle d'un fondateur qui a finalement dû fermer sa boîte, ce que tu as annoncé sur LinkedIn il y a quelques semaines et que tu vas nous partager dans cet épisode. Là où certains y verraient un échec, de mon côté, moi j'y vois le côté positif de l'expérience entrepreneuriale, tous les apprentissages que tu as pu faire, les rencontres, et c'est ce que tu vas nous proposer aujourd'hui. Euh, pour cela, on va revenir donc sur ton parcours en 2 grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'une carrière dans le marketing à entrepreneur dans les vêtements sur mesure. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour prendre la décision de stopper ton activité et quels apprentissages tu peux nous en partager. OK pour toi? C'est nickel. OK, bah écoute, on y va. Avant déjà d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes propres mots? Je le fais avec mes propres mots. Donc moi, je suis Laurent, j'ai 43 ans. Je suis ch'ti lillois depuis la naissance. J'ai fait une petite tentation de sortie à Paris pendant 8 ans et puis finalement, on revient toujours à la maison. Et donc, je me suis réinstallé en 2010 à Lille. Je suis papa de 2 enfants et marié. Euh, pour la présentation un peu plus perso et en pro, on va dire globalement spécialiste ou expert des domaines marketing et digital depuis maintenant 23 ans de travail. OK, bah écoute, super. Et l'entreprise dont on va parler aujourd'hui, c'est Fier comme un pan. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce nom? Ouais, alors, euh, très vite, quand quelqu'un va utiliser le produit qu'on commercialisait, c'est-à-dire un kit couture prêt à monter, et qu'il a fini son vêtement, je pense qu'il comprendra assez bien le nom de l'entreprise parce que c'est le sentiment par lequel il passera quand il enfilera son pull, son t-shirt, sa robe, selon ce qu'il a choisi. C'était vraiment l'expression d'une fierté, tu sais, cette fierté que tu as quand tu as abouti à un truc de toi-même. Moi, je suis vachement quand même, on va dire, plus cérébral que manuel dans un certain nombre de choses et que voilà, vraiment cet enthousiasme que j'ai eu à rendre la couture accessible, pour moi, c'était aussi ce combat de dire en fait, on sait faire des trucs de nos mains et on est hyper fier de ça. Et dès que tu Mmh. rencontres des gens qui pratiquent du bricolage, de la cuisine, etc., ils sont fiers comme un pan de ce qu'ils ont fait. OK, donc il y a un côté très, cocorico, un peu français, chauvin et fierté et OK. Alors, fierté, pas chauvin, mais plus de la fierté de toi, de ce que tu as fait, de ton aboutissement, en fait, de réussir à dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. D'accord, et est-ce que du coup tu avais
des velléités ou des prétentions à l'international ou pas avec ce nom? Alors j'avais essayé pour te faire comprendre plutôt de tes voisins Pride like a peacock, mais je crois que Ça l'expression marche a pas? beaucoup moins de sens. Non, et c'est un apprentissage. Et ben pour le coup, tu vois, tu mets le doigt sur un premier apprentissage qu'on pourra avoir sur euh, comment tu n'as pas fait et comment ça n'a pas marché. La dimension internationale aurait peut-être sur un segment de niche été intéressante à travailler beaucoup plus vite. Quand tu es dans un Mmh. secteur de passionnés et qui concerne, on va dire, un nombre un peu restreint de clients euh, et que ton produit il est unique, bah go sur l'international. Et je pense que ça c'est une des limites peut-être françaises, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on a un marché intérieur qui est assez conséquent et du coup on se dit bon déjà Mmh. il faut prendre ce marché et on n'est pas à l'aise avec le fait de sortir tout de suite un truc qui est international. Donc Fier comme un pan avait cette limite probablement. OK. Bon, on en reparlera justement dans la deuxième partie. Ce que je propose, c'est qu'on aille dans la première. Comment tu as fait pour passer d'une carrière dans le marketing à entrepreneur voilà, dans les vêtements, le textile et les kits comme tu partageais? Ce que j'aimerais comprendre ici, c'est qu'est-ce qui, toi, t'a mené, d'où tu viens, voilà, quelles études tu as pu faire, pour un jour te dire: «Bah, je me lance dans l'entrepreneuriat», finalement, pas loin de la quarantaine? Mm. C'est c'est euh, c'est clairement pas le moment. Alors, on a fait la liste des est-ce que c'est plus facile ou moins facile. Tu manges moins facilement des pâtes et tu touches peut-être moins tard. Par contre, il faut mettre du bon côté, le côté réseau, le côté expertise, le côté expérience qui fait que tu peux aller plus vite, Mmh. probablement. Ça, c'est ce qui a fait que je me suis dit, bon, allez, à 38, parce que j'avais 38 ans quand j'ai lancé le projet, euh, je, je, je peux le faire. Pour, euh, pour plus le parcours, moi je suis né un petit peu comme Obélix est tombé dans la marmite tout petit. Quand tu fais du marketing et tu tombes dans la marmite du digital en 99, j'ai été diplômé, c'est un miracle et c'est canon parce qu'en fait, tu arrives à un moment où il y a une révolution euh, complète du métier qui peut se produire au travers d'un canal qui permet de faire de la com, qui permet de faire de la vente, qui en gros a bougé toutes les règles de savoir-faire du marketing établies depuis un certain nombre d'années. Tu as rajouté un canal et ce canal, il a carrément tout bouleversé. Donc moi, mon trait d'activité, ça a été le premier stage que j'ai fait à la sortie d'études de marketing, c'était chez Liberty TV qui faisait de la vente de voyages en ligne. Et j'ai tiré le fil de comment utiliser ce nouveau canal de la meilleure manière dans les métiers du marketing et de la communication. Donc pour communiquer, pour distribuer, chez avis.fr pour faire en sorte de réserver des voitures, chez Cotatis pour faire du devis en ligne. Et je crois que j'avais en plus ce goût et cette passion pour le fait d'aller creuser dans un secteur comment la digitalisation peut le transformer. Et c'est hyper enthousiasmant parce que tu as un côté pionnier que te racontent toutes les personnes qui ont pu vivre ces années-là qui est vachement enthousiasmant. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que tu as une grosse mobilité, tu changes pas mal de postes parce que bah, tu es enthousiasmé par chaque Mmh. challenge qui peut se présenter. Donc voilà, j'ai joué dans le camp annonceur parce que tu as envie de suivre un projet. Et puis finalement, en 2010, je suis repassé côté agence, conseil, parce qu'il n'y a rien de mieux pour réapprendre et en émulation pour avancer dans le domaine. Et qu'est-ce qui fait que, en tant que salarié, tout d'un coup, je me suis dit, mais non, mais je veux passer aussi à l'étape d'entrepreneur. En fait, tout simplement, au travers d'une agence qui s'appelle Altima, au travers de Moto Blues, qui est un pure player puis retailer moto, j'ai eu au quotidien des profils d'entrepreneurs qui m'ont quand même vachement inspiré, que quelque part que je respectais et qui me donnait une forme d'humilité. Et en même temps, je pense que derrière ça, il y avait aussi une forme d'envie. Après, moi, j'ai créé, pas parce que je voulais être entrepreneur, mais parce que je voulais que le projet auquel je venais de penser existe. C'est-à-dire Mmh. que j'ai depuis très longtemps une bonne passion pour les fringues. J'aime bien la mode. Quand tu es du Nord, en fait, il y a une culture textile qui est assez présente. Dans le nord de la France, tu as beaucoup, beaucoup d'enseignes de prêt-à-porter
plutôt grand public. Et j'ai toujours bien aimé, j'ai bossé en conseil pour un certain nombre de marques dans ce domaine-là. Et par contre, en 2010-2011, j'ai commencé à vouloir modifier ma consommation pour aller vers une consommation qui soit un peu plus raisonnée. Ou en tout cas, ça me fatiguait de consommer trop sur un certain nombre de trucs. Donc, plutôt de l'achat en vrac, plutôt plus de voitures, plutôt un questionnement sur le sens de l'achat. Et donc, du coup, je suis passionné de fringues et je veux acheter de manière raisonnable, ça allait pas vraiment ensemble. Donc, Mmh. c'est là où j'ai posé le sujet de dire comment on peut faire de la fringue autrement, du circuit court, de la traçabilité. Il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été développées. Et si tu veux, l'idée de départ, c'était de dire aujourd'hui, ce qui a mis à plat la fabrication de vêtements de manière éthique et pas très loin de chez toi, c'est la confection. Toutes les boîtes sont parties dans les années 70, ont commencé à faire du vêtement très très loin. Et donc le pied de nez, c'est de dire comment on peut contourner cette étape de confection pour que nos fringues viennent pas du Pakistan, de Chine. Le plus simple, c'est de le faire soi-même, quoi. Et du coup, il n'y a pas de circuit plus court que celui qui consiste à faire soi-même. Donc, comment je peux faire à Julien un sweat? Je vais lui apprendre la couture. Comment la couture va pas rebuter Julien? Il faut une expérience client qui fasse qu'ils se disent ah ouais, en fait c'est plutôt sympa. Et donc là, tu rentres dans tout le domaine du kit que tu as un peu dans plein de domaines hein, maintenant, en pâtisserie, en bricolage, en jeu. Et voilà, j'ai conçu un kit couture où tu reçois toutes les pièces déjà coupées sur mesure, le fil, le bouton, le tutoriel qui va te guider et aller vers une expérience qui est beaucoup plus Ikea du vêtement que très complexe parce que en gros quand tu faisais de la couture historiquement tu prends un patron papier, tu poses ton tissu dessus, tu le coupes, tu te trompes, le tissu est foutu, tu vas en racheter, t'en as marre, tu laisses tomber. L'entrée en matière elle était complexe. Voilà. OK, alors écoute, super intéressant. Je t'ai laissé dérouler mais mais j'ai plein de questions à te poser. Hem, 1re, c'est tu dis, tu as commencé en 99 internet. Heu, Tu faisais quoi à cette Ça époque existait. sur internet? Parce que c'est les forfaits, tu sais, de l'époque, Ah bah 6 heures par mois où tu mets 15 ans à télécharger une page dès qu'il y a une image, quoi. c'est à peu près ça parce que dans les conseils, j'ai travaillé pour une entreprise qui faisait du bois matériaux, qui vendait du matériel et elle offrait à ses clients des CD de connexion. On avait mis en place une opération pour offrir des CD de connexion 2 heures à Internet en partenariat avec Liberty Surf. Donc là, il y a un certain D'accord. nombre d'auditeurs qui se disent Putain, de quoi il parle? C'est quoi Mais ce en monde? fait, tu fais voilà les premières étapes de plutôt communication, clairement. C'est-à-dire que tu commences à mettre en place des dispositifs en ligne pour donner de l'infoproduit, pour donner de l'info-magasin. Tu vois, j'ai travaillé pour Système U. Il fallait créer un site avec, faire en sorte que les 800 magasins de Système U puissent avoir une petite interface où ils mettent à jour leurs horaires, leurs infos, des petites OPECO qu'ils peuvent avoir, mais tu es exclusivement dans de la communication sur ces années-là, quoi. Pas Mmh. encore sur du commerce. Après, le premier site de Castorama.fr sur lequel il y a eu du boulot donc, dans l'agence dans laquelle j'étais, je crois qu'on est en 2001 ou 2002, donc tu commençais à avoir un peu des prémices. Ouais, OK. C'est déjà loin tout ça, hein, c'est il y a plus de 20 ans et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le quotidien, voilà, ça a beaucoup évolué. J'ai bien aimé aussi dans ton parcours ce que tu disais, c'est qu'à un moment donné en 2010, alors moi c'est aussi quand j'ai créé, mon agence, hein, BuzzNative, hem, tu es revenu en agence après être passé chez l'annonceur. Tu disais Mmh. c'est finalement super pour s'updater, pour se former, pour voir plein de choses. Qu'est-ce que tu as à ce moment-là, qu'est-ce que enfin, c'est rare de passer du côté annonceur à agence. Qu'est-ce qui t'a motivé outre ça? Alors clairement, bon, là, je partais de Paris et je cherchais à retrouver du boulot en région, donc ça s'est déclenché. Par contre, j'y suis resté 5 ans et avec une vraie passion, c'est que en fait, sur un média qui se renouvelle autant, puisque tu l'as dit, entre ce que je viens de raconter de 2000
et de ce que j'ai retrouvé en 2010, même si j'étais chez l'annonceur, en fait, la puissance d'apprentissage en agence, elle est 10 fois plus rapide parce que pour un cas d'annonceur, tu as 10 cas d'annonceurs en agence. Donc, toi, de ton côté, ce que tu traites au travers de 10 cas clients, tes clients, ils voient que leurs problèmes, entre guillemets. Alors, les annonceurs ont bougé, ont essayé de faire maintenant des clubs, des échanges, mais en agence, tu avais nativement cette énergie-là de dire, bah, attends, j'ai mes 10 clients, ils ont des problématiques qui sont toutes différentes, je peux tester des médias, je peux tester. Donc, c'est vrai que là, j'ai vraiment, alors notamment en acquisition, parce que j'ai beaucoup plus bossé sur le volet création de trafic, tu es vraiment dans les années où la partie Google AdWords explose, où tu as la partie Facebook qui démarre, où Mmh. toute la dimension de mesure devient de plus en plus dingue, où tu commences à travailler sur du retargeting, etc. Donc voilà, on va dire le bain d'apprentissage de l'agence, il est hyper fort. OK. Écoute, super intéressant. Je vois aussi, tu disais dans ton parcours qu'après donc tu es allé chez Moto Blues et là tu es devenu directeur général. Comment pourquoi? Comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivé chez Motoboost pour prendre en charge les sujets market. On a structuré l'équipe marketing avec euh, on va dire une dizaine de personnes en interne pour réussir à poser beaucoup plus la marque, développer l'international, puisque le sujet c'était d'ouvrir ce qui avait été fait en France sur 5 pays. Donc on a bossé sur l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, pour faire en sorte que on soit présent. En plus, l'avantage, c'est que comme tu es distributeur, que en gros tu t'appuies sur les marques que tu distribues, le jour où tu commences à acheter du mot-clé casque Choy sur l'Espagne, tu peux avoir du trafic. Donc, si Mmh. voilà, tu es dans un test and learn qui est hyper intéressant. Et Thomas Tumrel, le fondateur de Moto Blues, sur un entretien annuel qui, je pense, à mon avis, était l'un des plus marquants de ma vie, parce que c'est toujours plaisant. Il me dit, bon, écoute, là, il faut que tu as peut-être intérêt à aller beaucoup plus creuser ta compétence que de rester sur une partie marketing. Je pense que tu dois élargir ton terrain de jeu et il m'a proposé de faire une formation qui s'appelle le CPA, qui est une formation historique dans le nord de la France qui servait pour les patrons d'entreprise à aller former leurs cadres dirigeants. C'est un titre qui D'accord. s'appelle certificat préparatoire aux affaires ou un truc comme ça, qui est un MBA que j'ai fait donc pendant 18 mois et qui consiste à balayer l'ensemble des domaines de compétences de l'entreprise, pas mal en gestion, beaucoup en stratégie. Donc c'est là où en fait j'ai vraiment pris une claque dans la réflexion, l'organisation stratégique de la démarche, qui était super enrichissante. Du temps à l'étranger, en Chine, en Inde, aux États-Unis, où du coup tu vas aussi voir d'autres terrains d'expérience. Mmh. Et puis, donc, l'objectif était de prendre un rôle de direction générale délégué chez Moto Blues, euh, suite à, en plus, une cession à un fonds d'investissement. Voilà, le projet était, de manière assez transparente, de continuer dans ce pilotage-là. Et sauf que les 18 mois de formation, ils m'ont tellement donné confiance et l'idée du Ikea, du vêtement qui a mûri à ce moment-là, a fait D'accord. que, en gros, au lieu de continuer comme DG, je me suis dit, non, mais là, l'idée que j'ai, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, et je ne pensais pas que ça m'arriverait, d'avoir une idée qui t'empêche de dormir et ou qui te réveille en disant, mais celle-là, j'ai vraiment envie de la pousser, quoi. Tu Mmh. essayes de la monter, démonter en te disant, je pense qu'il y a une erreur, je pense qu'il y a un truc qui va pas, il y a sûrement un site que j'ai pas vu et qui existe et qui le fait déjà. Enfin, voilà. Ouais, je comprends je comprends ça quand tu es, ouais, dirigeant ou entrepreneur ou quand tu veux te lancer, quand tu l'as dans la tête, ouais, Ouais, je ça pensais ça pas que ça te quittait pas comme ça et que tu ça te te dis, bon, en fait, ça je te vais y aller. t'occupe pas mal l'esprit. C'est ça. OK, alors, super donc alors déjà c'est top, tu vois? Je connaissais pas ce dispositif CPA, je trouve ça top pour aussi, tu vois? Parce que parfois tu arrives dans entreprise où, bah, tu as l'évolution naturelle, hein. On le Mm. sait en France, si tu es bon dans ton métier, après tu peux passer manager, puis après si tu passes manager, tu peux, voilà, accéder à des postes de direction et voire prendre la tête d'une entreprise. Mais s'il y a pas que l'expérience et la pratique du quotidien, il y a aussi le fait de parfois reprendre l'école, en tout cas les études.
Et je trouve ça intéressant aussi, tu vois, Ah ouais. ton patron t'ait dit, bah écoute, voilà, tu vas prendre, en tout cas pour t'ouvrir les portes pour la suite au sein de la boîte, un peu en mode intrapreneur, bah, je vais te rendre accessible une formation sur le sujet. Donc, C'est des, c'est des programmes que tu retrouves dans certaines structures qui essayent de les proposer sur des MBA, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'en retiens, c'est de la même manière que quand tu reviens en agence, tu réapprends. À 35 ans, quand tu vas rebosser sur un mémoire, en fait, tu le fais. Alors, il y en a qui ont peut-être adoré ça pendant les études. Moi, j'avais trouvé ça quand mmh, même un peu fastidieux. Ben là, en fait, enfin, t'es concentré sur des choses qui font rebond constant entre de la théorie et de la pratique que tu as au quotidien. Moi, j'avais un âge où je pense que j'avais quand même déjà pas mal balayé des problématiques d'entreprise. Donc, enfin, voilà, c'est un vrai cadeau, c'est un bon moment. Et quand on peut se l'offrir, je pense que la culture de la formation continue en France, elle est niveau zéro. mmh. Les entreprises en ont peur. Alors, moi, j'en fais pas la promotion en soi parce que si je me mets à la place de Moto Blues, bah, bon, est-ce que ça valait Ouais. le coup? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut pas être mort de trouille de se dire ah non, moi je vais pas retourner à l'école. Je pense qu'il y a plein de formats aujourd'hui, que ce soit en présentiel, en distanciel, pour aller repasser un peu de temps à creuser un sujet. Et tu avais pas un deal avec ton boss où il y a pas ces formations sont pas conditionnées au fait que tu restes après dans la boîte ou autre, ou il y a pas d'un? Non? Si, mais comme on avait des deals mutuels, c'est-à-dire que on ne devait pas forcément revendre, on ne devait pas forcément revendre à ce fond-là, ou on ne devait pas, D'accord. etc. Chacun bougeant les règles du jeu, tu Mmh. peux, voilà, ça n'était OK, qu'un accord, un OK. gentleman agreement qui s'est correctement déroulé avec Thomas, qui est en dehors de ça, en plus aussi un entrepreneur. Quand il a quelqu'un dans son équipe qui lui dit je veux entreprendre, je pense que il y a pas pire pour lui dire non. Enfin, Mmh. je pense que c'est un grand dilemme parce que il te prend au trip de la dimension d'entrepreneuriat où tu te dis bon en fait Mmh. moi je le fais, j'ai trouvé ça cool et donc voilà, il m'a accompagné vachement sur ce sujet-là. OK, je regardais en parallèle Moto Blues 2014. Tu as connu toi la la fameuse campagne, avec Hollande? Oui, alors ça c'est le truc du casque président si tu veux. Je suis arrivé alors c'est pas de ma faute ou pas grâce à moi parce qu'effectivement là en plus c'est vraiment l'œuvre de Thomas pour ça parce que je pense il a bien su surfer sur ce moment-là, mais là pour le coup en effet de buzz, alors ça ça fait pas du chiffre de dingue, mais ça fait une notoriété spontanée. Je pense que sur Google Trends, je suis pas sûr qu'il remonte à autant en Mmh. citation ou en notoriété à Alors, ce moment-là. pour ceux justement, parce que 2014 du coup ça revient à longtemps pour, ceux qui nous écoutent, Ouais. qui ont la vingtaine. Tu peux nous réexpliquer, ouais, le Je contexte et ce qui s'était passé sur Voilà, cette je te campagne? refais rapidement le truc. Alors, avec la vue un peu interne aussi, hein, c'est-à-dire que le président Hollande est élu, il doit en être alors pour le coup, 6 mois de présidence. Enfin, c'est pas longtemps après quand même son arrivée au pouvoir et sort la une de Closer, voici un des deux, je sais Ouais, plus, je en sais tout plus, cas OK. un journal People, et en une se retrouve le président Hollande sur un scooter. Euh, et il sort de chez son amante qui est devenue sa femme, et il est pris en photo. Bon, c'est tout. Quelqu'un arrive dans la boîte le lendemain avec la couverture du magazine, la met sur le bureau de Thomas, il dit bah, t'as vu? Thomas dit oui, bah t'as vu le casque? Et en fait, le casque est un Dexter qui est la marque propre de Moto Blues qui n'est commercialisé que par Moto Blues. Et donc D'accord. du Ah ouais. coup, donc, du coup là, je pense qu'il y a eu très franchement un tour de table entre Thomas et l'agence de RP qui a été super fine sur ça, qui a super bien accompagné le truc, qui lui a dit mais il faut y aller. Mmh. Voilà, est-ce que tu as déjà eu un contrôle fiscal? Oui, non, on vérifie d'abord. Et Backup toi. voilà. Et donc, il a publié simplement vraiment un quart de page dans Libération. Enfin, c'était vraiment tout petit. Merci, Monsieur le Président, pour votre soutien. Grâce à vous, notre casque Dexter est en rupture de stock.
Et il concluait en disant nous avons aussi un très beau rayon de vestes en cuir pour femmes. Et en fait, d'une toute petite parution presse pub, donc il fallait quand même mettre ce petit ticket-là. Ça s'est terminé, je crois, avec des caméras du Japon qui sont venus filmer l'entrepôt, quoi. Hmm. Donc, Ouais, et ça comme c'est. il avait bien géré le temps dans les buzz, en fait, je pense qu'il y a vraiment plusieurs cycles. Le premier buzz, c'était c'est scandaleux qu'un président soit dans cette situation-là. Et eux ont sorti ça une semaine ou 10 jours après. Donc, le temps du buzz 1, plutôt scandale politique, était un peu passé. Et du coup, tu pouvais commencer à être dans le côté coulisses, quoi. Et qui a Ouais. été repris de manière dingue sur tous les médias. En tout cas, ouais, ça avait été pour nous un bel exemple de. On appelle ça nous le newsjacking, tu vois. C'est comment finalement sur quelque chose que tout le monde a à l'esprit, tout le monde, même si tu lis pas la presse People, tout le monde savait que Hollande, voilà, c'était fait prendre en photo dans cette situation-là. Et ouais, Moto Blues était une des marques, en tout cas, à avoir bien rebondi dessus. Maintenant, c'est assez courant. Enfin, on a vu que d'autres ont pris Ouais, le le pli. tempo, le ton, Mais ouais, il y avait tout et là. voilà. Et, Mm. et, et, et pour le coup, je t'avoue que si moi j'avais été là, je pense que Ça a été moins le chaud. truc, le truc le moins évident, c'est le courage. C'est-à-dire Ouais. effectivement te dire, ok, et je pense que c'est une décision de patron pour Mm. le coup, Ouais. Ouais. parce que t'engages, ça peut foirer et bien foirer. Ouais. Ok, bon, écoute. Non, mais tu vois, c'est qu'en revoyant Moto Blues plus les dates, je fais. Attends, il devait y être à ce moment-là. Ouais, non, je te dis, si j'avais été là, je ne sais pas si ça aurait existé, donc voilà, Ok. gloire à Thomas qui l'a sorti. Ok, ça marche. D'accord, donc bah, tu fais cette formation, tu as cette idée qui te trotte dans la tête, et là tu te dis, bon, ok, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est bah, finalement de me lancer. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Enfin, pour te lancer, tu as des économies, tu t'empruntes, parce qu'en plus là, faut produire, Mm. outre l'idée, il faut produire, tu te lances tout seul, tu es avec des associés, et puis une fois que tu nous auras partagé ça, on ira sur la suite de l'entreprise. Ouais, bah, il faut un peu de tout ça. Donc, j'ai un peu de fonds, je démarre, je prototype au plus vite. J'essaye, alors là, j'essaye de lire très vite les bouquins de Lean Startup, voilà, de Hmm, comment je peux réussir sur un produit qui est non existant. Mondialement, voilà, ça n'existait pas, qui est un kit avec le tissu qui est déjà coupé. Donc, d'accord. est-ce que j'ai une bonne idée ou est-ce qu'en fait c'est une idée juste pourrie et c'est pour ça que personne l'a sorti. Et donc comment on peut roder ce truc-là. Donc j'ai tout de suite, enfin moi en gros j'ai financé cette phase de prototypage avec un peu d'aide. Donc j'ai intégré un incubateur qui s'appelait Innotex à l'époque, qui est quand même les incubateurs en France. Moi en tout cas j'en ai eu une expérience intéressante sur le côté, tu as une astreinte. En fait, tu as quelqu'un qui te demande un petit peu légèrement des comptes, tu as un cadre, tu as Hmm, un truc. Donc, quand tu n'es pas rompu à l'entrepreneuriat, moi, malgré tout, ça m'a permis de structurer, de rencontrer. C'était pas, c'est jamais parfait, voilà, mais hmm, ça m'a aidé en tout cas sur ça. En plus, ça te fait rentrer dans les voies classiques en termes de financement, en termes de RP aussi, parce que c'est des langages que tu trouves. Donc, j'encourage souvent à dire voilà, faites quand même vraiment le tour quand c'est votre première, d'aller voir s'il y a un incubateur thématique ou spécialiste qui peut valoir le coup. Et derrière, j'ai créé en SAS pour avoir un premier volet de Love Money avec Family and Friends qui ont soutenu l'opération. Du coup, ça m'a permis d'avoir du prêt bancaire, grâce notamment à la nef, parce que le genre de sujet, on réinvente la couture dans les banques traditionnelles, c'est pas absolument. hmm. C'est quoi la nef, tu disais? Nef, c'est aujourd'hui, la seule banque coopérative qui existe, qui est une banque qui est basée à Lyon, qui travaille essentiellement sur des thématiques RSE, qui va D'accord. plutôt aller chercher vraiment des sujets courageux. Et c'est juste qu'elle n'emprunte pas sur les marchés, elle ne se finance que par l'apport de fonds propres. Et donc, elle a, enfin, voilà, elle a une démarche qui est très éthique et qui correspondait bien à la couleur du projet. Donc 8 mois, on va dire, pour prototyper, pour faire des rendez-vous de couturière, pour faire
un premier atelier où j'avais coupé finalement à la main et fait monter par 6 personnes pour voir comment elles réalisaient avec le tutoriel sur un modèle. Ça réagit plutôt assez bien. On passe en phase de prod du site, et d'un site avec 8 produits sur WooCommerce, le plus simple, pareil. On a quand même une chance aujourd'hui, c'est que vraiment l'accessibilité digitale pour faire du prototypage, elle est devenue super bonne, ou en tout cas pour faire une première version Mmh. pas trop lourde, tu peux faire quelque chose de bien. Je lance en juillet 2018, accompagné de 2 courageux stagiaires qui accompagnent toujours les entrepreneurs à aussi bien monter les meubles que faire du web et que couper du tissu. Et là, on s'appuie sur une stratégie d'influence fortement parce que contexte communautaire sur la culture de la couture. Et c'est ce que j'avais déjà vu dans la moto. C'est tellement passionnel que tu le partages tout le temps. D'accord, OK. Tu montes tes photos de moto et ton nouveau casque. Ben, en couture, tu montres ta réalisation, tu partages. Et donc, nous, on est allé porter ça essentiellement sur Instagram, où on a tu vois, 12 000 abonnés sur le compte, en partant de on envoie le produit à des profils d'influenceuses en couture qu'on trouvait top, qui ont accepté de jouer le jeu, euh, qui ont testé, qui ont fait un retour. Et là, ça a bien démarré pour moi qui pars de zéro, c'est-à-dire tu fais 5 ventes sur une journée et tu te dis bah c'est cool, ça n'existait pas il y a 5 jours. Il y a Mmh. une nana qui a fait une publi sur Insta et ça démarre. En même temps, faut produire. Donc du coup là, on achète du stock de tissu. J'avais trouvé une machine de coupe qui est une machine numérique chez Etam qui vendait sa machine de coupe, de prototypage et qui me permet bah, du coup en fait en programmation numérique de couper le tissu après qu'il ait été mis sur mesure en modélisme tout en numérique par Florence qui était la modéliste freelance avec qui je bossais, qui apportait la couche métier clairement. D'accord. Parce que voilà, moi je sais pas faire de modélisme, je savais sûrement pas assez bien d'ailleurs ce que c'était avant de démarrer. J'aurais peut-être dû me spécialiser un peu plus, mais en tout cas, voilà comment on démarre et ça se développe, on va dire, suffisamment bien pour se dire que ça peut marcher, pas assez pour être confiant. Mmh. OK, En gros. et jusque-là, toi, tu avais fait quoi? Tu avais le chômage, une rupture conventionnelle, tu Ouais, avais ouais. exactement. Le classique package français qui est une chance, enfin en tout cas Mmh. une opportunité top, une rupture conventionnelle, le chômage pendant 2 ans. Donc c'est pour ça aussi que j'insiste sur ceux qui font ça, à essayer de prototyper ou en tout cas de faire une mise en marché qui soit le plus rapide possible, parce que tu as 2 ans devant toi. Le but, c'est pas que le projet il sorte à 1 an et 11 mois, quoi. C'est Mmh. essaye de sortir quelque chose pour voir s'il y a un minimum de traction et prends le temps des 18 mois derrière pour que ça commence à faire du chiffre ou suffisamment pour que tu ailles lever des fonds ou pour que tu t'autofinances. C'est vrai que ça, on mesure pas forcément toujours la chance en France. Enfin, je me souviens avec Max, mon associé, quand on s'est lancé, tu vois, à 23 ans, étudiant, enfin, on sort des études. Mm, Quand on demande des aides, ils nous disent: «Bah non les gars, vous avez rien». mm, En fait, tu dois te payer dès le départ, quoi. mm. Donc comment tu fais, au départ pour, vite, en fait, faire de la marge et puis, bah, tout simplement pouvoir, payer les charges et toi aussi donc enfin, c'est un vrai sujet. Toi, j'avais oublié ça un peu et puis là, c'est vrai qu'en en reparlant, ça Je pense c'est qu'il faut revenu. pas, tu vois, du coup, on s'est peut-être aussi de temps en temps un peu endormi enfin, et même je me mets dans ce cas-là, un peu endormi Ouais, sur ce luxe-là aussi. ouais, C'est-à-dire que d'accord. tu as un niveau de rémunération qui bouge, mais pas trop. Et tu peux avoir tendance à oublier un peu ce compteur, enfin, ou tu l'oublies pas, mais en tout cas, il n'est pas immédiat. 2 ans, ça paraît En tout cas, long. il te met pas en insécurité au point de te Ouais, dire, c'est ça. bon, Mais du coup, peut-être que tu te mets pas assez vite en situation de frugalité. Ce que j'ai vécu après, parce que pour le coup, effectivement, après ces 2 ans-là, moi, j'ai dû me payer, donc je suis revenu à une rémunération beaucoup plus faible que le chômage qui était basé sur mon historique de salarié. mmh, Euh, et là, ça peut être dur quand ça commence à durer, quand tu as une famille qui s'est habituée à un niveau de vie ou à un rythme de vie. C'est bien joli, tes histoires de couture.
mais Ouais. c'est pas, ça fait pas triper obligatoirement toute la famille. Ouais, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais dans le foyer, le partenaire, pardon, il faut bien qu'il, enfin, il peut supporter pendant peut-être quelques temps, mais après, il y a aussi lui à prendre en compte dans l'équation, quoi. C'est deuxième apprentissage pour moi, c'est obligatoirement quand tu le fais tard, en tout cas, assure-toi que c'est un projet de famille, quoi, Hmm, je ok. pense. T'es pas le premier à dire ça, tu vois, sur ce podcast. J'ai Stéphane Beretti de Store et Rideau, pareil, il disait à 40 et quelques années, il s'est lancé, emprunte 2 millions pour se lancer Mm. et habite assez loin finalement du bureau et il dit à sa femme et du coup ses enfants, bah, voilà ce que je vais faire, mais du coup, voilà, est-ce qu'on est aligné parce que c'est un vrai sujet, Mm. parce que ça engage pas que soi, mais aussi la famille et le foyer. Ouais, et puis Euh, t'es bon si tu sens que les si tu es gens autour soutenu. de toi te soutiennent, je pense. Hmm. Ouais. Et Ok, bon, super. Écoute, merci. On va passer du coup à la deuxième partie. Comment tu as fait pour, bah, au final, après donc 2017, tu as créé, donc après 4 ans, mm. pour bah, prendre la décision de stopper ton activité. Et puis, bah, quels apprentissages tu peux nous partager? Alors, on le sait, hein, le quotidien de l'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, des choses qui se passent bien, et des choses qui se passent moins bien, et des challenges qui sont relevés, il y a des galères qu'on rencontre. Toi, Mm. qu'est-ce que tu peux nous partager de ton expérience et du coup, la question un peu sous-jacente de ça, c'est, on y viendra, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, si tu sais déjà c'est quoi quelle est la suite pour toi, mais c'est qu'est-ce que qu'est-ce que tu changerais si tu avais à le refaire demain? Mm. Alors, en, en gros, le projet, il a touché son public, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un retour positif de couturières, de couturiers qui le commandaient, qui y arrivaient, qui étaient super épatés et à qui ça allait bien. Mais on n'a jamais réussi à, comme on dit, craquer le code pour faire en sorte qu'il y ait accélération. Donc, on restait à un niveau de visibilité faible à moyen, et donc avec une insécurité de trésor constante. Donc, tu Hmm, cherches tout le temps à refinancer. Ça te prend beaucoup de temps hmm, parce que tu essayes de trouver des petits pivots qui permettent de justifier d'aller rechercher du financement. À chaque fois, tu y crois en plus. Hein, c'est pas pour. Voilà, c'est que moi, hmm, je bouge un peu. Je me dis, bah, en fait, tiens, on avait fait que du sur-mesure. On va faire de la taille standard aussi. Et puis, on a racheté une marque qui était sur ce domaine-là pour racheter de la collection, pour augmenter l'offre. Enfin, on a essayé, comme chaque entrepreneur, tu vas mettre plein d'hameçons partout en disant tiens je vais essayer d'aller pêcher dans ce coin-là pour voir si ça mord, etc. hmm, Euh, le, et en gros ça a toujours été difficile d'aller chercher de l'attraction jusqu'au moment où tu sens que tu n'arriveras plus à relever parce que là ta situation est pas assez florissante. En gros on a eu le Covid qui nous a plutôt très clairement boosté parce qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont ressorti leur machine à coudre. Enfin, moi, quand ça a ouais, démarré, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est vrai, ouais, toi, tu as dû voir un booster parce c'est que les gens canon, étaient chez quoi. soi, ils avaient Non, du temps. exactement. Ils font des masques. Après, ils ont vraiment fait de la couture. Donc, on a été quand même bien porté par ça. Et à partir de septembre dernier, mais là, incompréhensible. Et je pense que tu l'auras dans pas mal de domaines éthiques, secondaires. C'est grosse baisse. Hmm, ok, Baisse pour une boîte qui se développe, on a commencé à avoir des chiffres inférieurs à N-1. Ça, c'est super d'accord. dur à digérer. Ouais. Au moment clé, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier pour nous, qui sont vraiment les mois forts. Et là, je me suis dit, bah, là, c'est mort de réussir à trouver un angle de traction. Donc là, j'ai plutôt travaillé sur le fait de céder l'activité. Et ça, c'est aussi un sujet, c'est que je pense que euh, si tu y tiens, puisque moi, comme j'avais dit, j'ai créé pour que le projet existe. J'ai Hmm, pas créé pour être absolument entrepreneur. Donc moi, ça m'allait bien de trouver quelqu'un qui soit en capacité de le reprendre et de lui donner de la visibilité. Et ça, c'est le point qui a manqué au projet. De toute façon, c'est aujourd'hui monter une marque grand public, B2C. C'est pas une chimère, il y en a un certain nombre qui arrivent, mais c'est vraiment cher, c'est vraiment long. Il faut vraiment soit avoir un socle qui fait que tu as récupéré de la notoriété d'avant. Tu vois, des gens comme Asphalt, il avait déjà entrepris avec une autre marque précédemment.
Dans la mode aujourd'hui, les marques qui ont réussi à percer, quand tu creuses un peu leur histoire, il y a eu, tu vois, Loom vient d'une base de données qui s'appelle Merci Alfred, et ils avaient fait la première notoriété là-dessus. Voilà, je pensais pas, en plus en venant de ce domaine-là, on va dire en com et en digital, je me disais, ok, on peut y arriver. Et en fait, tu as besoin d'une créativité très forte, d'une originalité très forte et de moyens qui sont vraiment conséquents pour aller vite en fait sur ce côté-là. Et pour moi, la réponse, c'était pas forcément alors, soit ça aurait été d'aller mieux vendre l'histoire et d'avoir plus de fonds, mais surtout c'est aussi d'avoir une vraie stratégie multicanale au sens distribution il fallait qu'on ait un volet B2B plus affirmé ou B2B2C, c'est-à-dire que on s'est dit bah, le seul endroit où tu peux acheter des kits Fier comme un pan, c'est sur le site de Fier comme un pan. Et, euh, et en fait, ça, faire connaître le site, le faire apparaître, c'est très long. Alors que si tu t'appuies sur un réseau de merceries qui vend déjà auprès de tes clients et que tu arrives à aller les voir pour t'adapter un peu ton produit, tu fais quelque chose de spécifique avec eux. Mais ça, il faut l'avoir dès le début. Moi, j'ai mis un peu de temps à contacter un gros acteur qui s'appelle Mondial Tissu, qui bosse, qui est le premier distributeur en France sur la partie mercerie. Euh, et je les ai eus je devais les avoir pour la première fois au téléphone le lendemain du lockdown du Covid, quoi, tu vois. Donc le coup de fil a été légèrement retardé et on s'est eu plus de 9 mois plus tard. On a commencé à discuter, on a commencé à mettre des choses en place, mais c'était beaucoup trop tard. En gros, il y a 6 mois, on a commencé à faire des ateliers dans leur magasin avec le kit. Donc, en tout cas, aller chercher du, des revenus plus réguliers avec du B2B sur lequel tu n'as pas, toi, à travailler la notoriété, même quitte à ce que tu fasses des efforts de marge. Je pense que faut en tout cas sur chacun des produits essayer de se dire tiens, c'est quoi mon B2B ou en tout cas c'est quoi mon revenu régulier, même s'il n'est pas à marge, mais il faut que je l'ai tôt pour qu'il fasse du cash. Parce qu'en B2C, tu pouvais acheter les kits quoi, one shot ou tu avais aussi des systèmes d'abonnement? Non, moi je suis parti que sur du one shot parce que l'abonnement me faisait peur, parce que ça me paraissait encore plus improbable à vendre, et puis c'est surtout parce que ça obligeait à un renouvellement de collection constant, ce que je voulais pas forcément aussi au début. Donc les difficultés, si tu es short cash, si tu as une trésorerie qui est compliquée, bah, tu perds beaucoup de temps à ça. Donc, c'est comment tu réussis à peut-être prendre plus de temps pour faire un peu plus de démos, trouver un peu plus de chiffres, quasi t'arrêter et aller lever des fonds et être concentré peut-être que sur ça pendant un temps, j'en sais rien, essayer de faire un POC qui soit plus convaincant. Deuxième angle, c'est assure-toi enfin, on aurait dû probablement s'assurer plutôt du B2B et en tout cas, comment tu peux t'offrir de la visibilité en indirect, quoi. En apparaissant progressivement, je pense que c'est clé. Et parce que ce qui fait que après je laisse tomber, c'est bah, de toute façon, tu sens que tu vas être en dépôt de bilan, tu le vois quand même assez bien venir. Et tu es aussi un peu usé parce que tu as essayé toutes les voies Ouais, possibles mentalement, moralement, en fait, c'est ça. et en fait, tu es un peu à sec, quoi. Tu te dis Mm. merde, je vois plus, quoi. J'ai pas l'idée. Toi, tu es seul associé, hein. Tu pas d'autres Alors, j'ai des associés non opérationnels, D'accord. donc on va dire à profil plus financier, mais surtout qui vivent pas le quotidien de l'entreprise. Et je pense que tu l'as déjà partagé pour toi, ou en tout cas tu me l'as partagé. Enfin, les hauts et les bas, il faut se les digérer, et ils intéressent pas toujours tes potes ou ta compagne ou ton compagnon. Donc, c'est vrai que le soutien un peu émotionnel du quotidien, j'aurais aimé créer à deux dès le début, ça je l'avais cherché. Après, quand tu as l'idée et que c'est une idée forte auquel tu tiens, c'est pas évident d'aller trouver quelqu'un, quoi. Ouais, qui se raccroche finalement parce que ça reste ton idée initiale. Et... Exactement. Ouais. Mm. Moi, j'en ai rencontré un ou deux comme ça que j'ai vu se greffer à une idée, et franchement, je trouve ça top parce que bah oui, c'est pas ton idée, mais en fait, peu importe l'idée, à un moment,
c'est la vélocité, c'est la capacité à la dérouler qui fait le succès, quoi. Ouais. Tu fais partie de réseaux, justement, d'entrepreneurs ou autres, ou qui... Parce que, en fait, moi, ma question derrière, c'est que si tu veux, bon, là, tu disais, tu le vois venir, etc. À un moment donné, enfin, je suis aussi entrepreneur et il y a des moments où ça va, puis il y a des moments où forcément, ça va moins bien, où tu te poses des questions, où tu as besoin, en tout cas, d'autres perspectives. Est-ce que tu t'es appuyé sur d'autres entrepreneurs ou des réseaux comme ça qui s'ouvrent aux entrepreneurs ou pas? Probablement pas assez, beaucoup au début. En fait, Ouais, chez Motoblues, il y avait cette culture-là. Donc, du coup, d'accord. pour un annonceur, on va dire, il y avait, comme c'était du pure player, il y a eu une bonne culture là, à aller échanger avec pas mal d'autres e-commerçants sur tous les sujets, acquisition, logistique, etc. Donc, j'avais tissé un bon réseau d'experts sur le côté digital. Sur le côté textile, je l'avais pas assez, très clairement. Tu vois, plutôt des industriels dans le textile, c'était moins mon volet. Donc, je pensais l'avoir par l'incubateur. En l'occurrence, ça a moins fonctionné. Et là où peut-être c'est dans la case des moins sur créer quand tu as 40 ans, c'est que quand tu as une vie perso à côté, toute la partie réseau, elle peut se jouer quand même un peu sur ces heures-là. Tu vois, je pense Hmm. que s'il avait fallu que je réseaute plus, bah, c'est du sacrifice sur du temps perso parce que tu vas pas le faire la journée quand tu as déjà la prod, la coupe, l'acquisition, etc. Et, et du coup, je l'ai fait un peu, tu vois, au début, j'avais mis en place un comité des sages, un comité de pilotage pour pas l'appeler copil parce qu'ils étaient pas actionnaires, mais c'était trois personnes en qui j'avais confiance, qui avaient des profils différents et à qui j'avais demandé de se voir une fois tous les 2 mois pour prendre du recul et sans jugement, voilà, répondre Ah, à c'est une quelques super bonne questions. idée. Et Hmm. voilà, et on me l'avait glissé, je crois, ou en tout cas j'avais trouvé ça bien. Et, la solitude du truc, quand tu commences à tomber un peu dans un cercle vicieux de ça marche pas, c'est que tu le laisses un peu tomber. Parce que tu te Hmm. dis, ah oui, je suis enferré dans des problèmes que seul moi je peux comprendre. Et je l'ai probablement pas assez fait sur la dernière année. Tu vois, et puis même chose, je vais prendre le prétexte du Covid de dire, ah ben non, mais on pouvait pas se voir. Sauf qu'en fait, Hmm. tu pouvais le faire sans aucun problème en distanciel, voire même plus facilement. Les derniers conseils, les dernières AG qu'on a fait avec les actionnaires, c'était en distanciel et c'était quasi plus commode qu'en présentiel, quoi. Hmm. Ok. Donc, faut voir du monde, je pense. Tu as raison sur le côté. Faut essayer de partager tes difficultés. Alors moi, j'avais pas intégré un réseau comme Réseau Entreprendre, qui, je pense, pour ça, plus mature et assez bien sur l'accompagnement. Mais en tout cas, tu peux te le structurer toi-même en ayant les quelques profils amis que tu veux. Alors, tu l'appelles board si tu veux faire chic ou tu l'appelles juste réunion. Voilà. Non, mais ça, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, l'entourage proche, hein, le foyer, est pas toujours à même de comprendre, même s'il soutient. Et c'est vrai que parmi tous les réseaux qui existent, vers qui te tourner? Parce que tu as vraiment les réseaux très commerciaux. Bon, bah là, c'est pour aller faire du business où Mm, finalement tout le monde dit on est les meilleurs et tout va bien, clairement. ce qui est finalement de la façade. Et puis tu as les autres où là, après, tu te dis bah ok, mais si je commence à me livrer, enfin, c'est un vrai chemin aussi, tu vois. Je pense que Mm. c'est plus simple pour certains que d'autres de dire ce qui va pas en ce moment ou ce qui leur fait peur, tu vois, parce que voilà, après tout dépend chacun encore une fois l'appréhension. Ouais, et puis il faut l'humilité de savoir écouter. Tu as l'impression que tu vas entendre des trucs que tu as entendus déjà 10 fois, où ils vont te dire que tu aurais peut-être dû faire ceci ou cela. Et je pense que là, bah, après, tu apprends sur toi aussi. Hmm. C'est que je pense que savoir toujours écouter, savoir toujours se dire, mais tiens, en fait, qu'est-ce que je retiens de ce qu'on me dit, en dehors d'être un peu vexé qu'on me donne une leçon, en fait, qu'est-ce qu'il y a comme signaux faibles, quoi, tu vois. Surtout parfois par ceux qui l'ont pas expérimenté. Mm, exactement. Ok. Écoute, ok, là, tu nous as expliqué. Moi, ma question, du coup, maintenant, c'est, tu dis, bon, bah, au moment, enfin, fin d'année dernière, là, tu vois que, bon, les chiffres sont moins bons que l'année d'avant,
toi, tu as du mal maintenant à te relancer dedans. Comment tu fais, pour prendre la décision? Vers quoi tu vas, pour, finalement, sortir de ce projet? Moi, je me dis, de toute façon, on n'arrivera pas à une rentabilité avant d'être sans trésorerie. Donc, en gros, j'ai à ce moment-là en simulation à peu près 6 mois devant moi de trésorerie en espérant faire du chiffre. Et en plus, je vois le chiffre baisser. Donc, entre 4 et 6 mois à partir de janvier. Donc, tu as deux possibilités. Soit tu trouves un refinancement. Et là, moi, j'y croyais plus assez en autonome pour dire, OK, il faut relever des fonds. Et je pense que si on a des fonds, ça peut vraiment se pousser parce que les fonds qu'il faudrait à ce moment-là, c'est, je pense, plus de 500 000 euros pour faire en sorte que tu aies vraiment une capacité de communication grand public. Ouais, donc c'est pas rien là en plus parce que derrière, il y a toute la caution personnelle du dirigeant ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas 50 000 euros pour tenir quelques semaines ou quelques mois, Exactement. c'est Ça, 500 c'est ce 000 que là. j'ai fait. C'est ce que j'ai fait à chaque fois, ou un petit peu plus, entre 50 et 100 pour réussir à passer le cap. Ce qui Et est déjà une somme, hein. Je suis pas en train de c'est dire que c'est pas énorme. beaucoup, hein. Et C'est surtout sur les gens quand qui te le prêtent, je peux te dire que voilà, ouais. aujourd'hui, je me sens éternellement redevable de quelques dettes d'associés qui n'ont pas retrouvé leur mise. Donc, c'est des sommes conséquentes, mais c'est vrai que ça te laisse pas la possibilité de te dire, vas-y, je vais du coup faire une grosse opération qui va changer la donne. En fait, tu gères les affaires Mmh. courantes, entre guillemets, avec ces montants-là, et tu ne prends pas le risque d'essayer autre chose. Donc, je me dis, OK, je ne crois pas à la partie refinancement. Du coup, bah, en fait, une boîte, elle s'arrête pas. Enfin, ça, en tout cas, c'est ce que je savais pas, c'est que je Tu la voyais fermes pas pas. du jour au lendemain. Ouais, de toute façon, tu as des dettes, donc quoi qu'il en soit, tu t'astreins à. Et donc, c'est là où moi, j'ai commencé à bosser sur le sujet qui peut être intéressé. Donc, j'ai identifié des cibles en disant, voilà, si ça devient une business unit, un produit, un service, de quelles entreprises ça peut être le cas. Ouais, c'est De, intéressant ça parce que finalement, tu avais jamais vendu de boîte avant Hmm, et tu t'es dit: «Bon, il y aura une fin, en tout cas pour moi, mais peut-être pas pour hmm, l'entreprise finalement». Tu ouais, vois, là où parfois certains se disent: «Bon, bah, la boîte, elle est tellement liée à moi que, OK, elle ouais, va s'arrêter et je ouais, close et puis finalement, je pars avec, ou sans, certains ouais, trucs». Mais, là, toi, tu t'es dit: «OK, en fait, comment je peux continuer à faire vivre ce projet?» Et peut-être qu'il y a quelqu'un exactement. qui est intéressé et ça, c'est aussi un cheminement, je pense, à faire. Je pense que ça, c'est un truc, quand la personne crée, qui peut être intéressante comme exercice, c'est en fait, c'est quoi qui est cool pour ce projet dans deux Mmh. ans, 3 ans, 10 ans? Où est-ce que je l'imagine s'il y avait quelqu'un qui rachetait, ou ce serait quoi le succès? Et pour moi, j'ai toujours considéré, si tu veux, que si la mode doit se révolutionner et être plus éthique et polluer un peu moins, c'est largement plus efficace que ce soit Primark qui change que Fier comme un pan qui apparaisse en vrai, en effet d'échelle, si tu veux. Mmh. Oui, sur les volumes, ouais. Voilà. Donc le fait de me dire, bah, ce micro-projet, il pose un concept qui est de dire, tiens, il y a plus de gens qui font de la couture demain, parce qu'en fait, la couture, elle est devenue cool. Et comme tu fais du bricolage ou de la cuisine avec plaisir, bah, tu te mets à faire tes fringues toi-même parce que tu peux faire quelque chose qui te plaît vraiment. Si c'est porté par une autre marque, moi je trouvais ça canon. Donc j'avais pas Mmh. tu vois, de frustration à me dire, ah bah non, bah comme c'est pas moi, c'est mort. Mmh. Mais par contre, je l'ai fait beaucoup trop tard. Ça, comme tu disais, j'ai jamais vendu de boîte. Si j'en avais vendu, je pense que très clairement, en tout cas, il faut adapter ton projet, même j'aurais peut-être dû couper beaucoup plus de dépenses à ce moment-là, parce que bah, en fait, on n'était pas nombreux, mais on était cinq. Quelqu'un qui était à la prod à mi-temps, deux alternants, Bénédicte en modélisme. Et ça brûle un coût fixe très Mmh. conséquent. Donc, si tu te dis, OK, finalement, ça va pas survivre et le but, c'est que le projet, il existe ailleurs, peut-être qu'il faut soit démarrer assez longtemps à l'avance, bien identifier les cibles, je pense pas hésiter à être très clair dans les contacts, ce que j'ai pas fait. Tu vois, moi, je suis un peu je vais passer 3 heures à chercher des contacts et écrire une fois à une personne en étant sûr que le taux de transfo va être canon. Alors qu'en fait, Mmh. je pense qu'il faut présenter ton projet à 100 personnes et puis c'est tout en toute humilité, transparence, de dire, bah, si tout le monde est au courant
que je cherche à vendre, bah, c'est pas grave en fait. Mais tu vois, tu as aussi un peu ce tabou. Ouais, donc oui, parce qu'on peut se dire, oui, oui, finalement la vente, ça peut être associé, comme je le disais tout à l'heure en introduction, à un échec ou autre et Mm. donc tu peux aussi te dire, bon, les gens vont négocier plus, enfin, voilà, il peut y avoir en tout cas plein de perspectives différentes. Ouais, Donc là, tu te mets, toi, à dire, OK, je vais présenter, enfin faire une ouais, présentation en tout cas de ce projet ouais, et essayer de contacter des gens pour voir si ça les intéresse. ouais. Et donc ça, timing trop court, bon contact, certains très bons contacts, et on est allé jusqu'à, on va dire, une lettre d'intention mais qui restait quelque chose de non chiffré. Et en fait, quand il s'agit de faire le total des dettes, enfin pour être précis, on parle de une reprise, elle devait se faire entre au moins 150 000 euros de dette. Donc, c'est-à-dire quand tu reprends l'entreprise, la personne qui veut la reprendre, elle doit rembourser au créditeur l'ensemble de ce montant. Donc, même si le projet il est innovant, mettre cette somme-là, il faut avoir une sacrée idée pour se dire, OK, moi j'estimais qu'il y avait un truc qui tournait, une valeur de créer, une base client, un concept, des modèles. Après, est-ce que ça vaut ce prix-là, et sachant que derrière, en fait, très clairement, là, maintenant, pour les sujets de comment tu fermes une boîte, derrière ça, à un moment, tu es en cessation de paiement, c'est-à-dire que tu n'as plus de quoi payer certaines factures, tu vas au tribunal, le tribunal décide d'une liquidation, et après, l'ensemble de l'entreprise, elle est à nouveau disponible pour un certain nombre de ces valeurs, donc sa valeur corporelle et incorporelle, sa marque, etc., peuvent être rachetées. Donc il y avait aussi, je pense, de la part des gens avec qui j'en ai échangé, cette lucidité-là de dire, ouais, alors soit on l'achète cher et pour un prix aujourd'hui, soit finalement on attend que ce soit liquidé par le tribunal et puis on ira récupérer Oui, finalement les moins choses, cher. quoi. Voilà. Ok. Et ça, en fait, pour que justement il n'y ait pas cette perspective-là, c'est là où il faut l'entamer quand même assez longtemps à l'avance, je pense, et bien prouver que tu as apporté quelque chose qui va juste avoir besoin de ce petit boost de notoriété ou de rattachement avec cette boîte pour décoller et être rentable. Hmm. Et Ok. puis il y a des périodes qui sont plus ou moins propices à ça. On est depuis janvier dans une ère d'incertitude qui est quand même très renforcée, notamment dans la distribution, notamment dans le retail, notamment dans le textile. Enfin, tu vois, tu cumules plein de trucs qui font que même si chacun cherche des nouveaux modèles, celui-là, il pourrait leur paraître comme un nouveau modèle, mais il Hmm. n'est pas évident à avoir. Ok. Ok, donc je comprends du coup, donc tu montes un dossier, tu essaies de trouver des gens, finalement ça le fait pas, et donc une fois que le tribunal s'est prononcé, là il y a quand même des valeurs, comme tu disais, corporelles ou incorporelles, qui persistent et qui peuvent être transmises. Comment tu as fait avec l'équipe du coup? Donc là, après, tu passes. Moi, ça, c'est aussi un truc où je pense qu'il faut. Enfin, c'est pour ça que ça me faisait plaisir. Quand tu m'as contacté, je me suis dit, bah non, mais il parle des trains qui arrivent à l'heure, on va pas parler d'une entreprise qui marche pas. Je me suis dit, bon, non. Et en fait, je trouve que voilà, le propre du partage d'entrepreneurs doit être aussi sur ce sujet-là. Sur, des fois, ça marche pas, c'est pas facile d'identifier. Je pense que je suis encore trop tôt pour être vraiment complètement au clair sur ce qui aurait pu se faire autrement. En tout cas, avoir un peu plus de visibilité sur, attends, en fait, c'est quoi une cessation de paiement? Qu'est-ce que tu fais des salariés? Quand est-ce qu'ils vont être payés? Voilà, ce qui se connaît dans des grosses structures, mais que moi j'avais pas vécu et que du coup que tu as pas t'as pas forcément facilement en accès en discussion, ou en tout cas beaucoup moins que les discussions sur les pactes d'associés où tu peux demander à plein Hmm. d'entrepreneurs qui vont te donner plein de conseils. Par contre, sur les tables de liquidation, ils sont pas forcément autant au fait. Donc les salariés, après, pour info, sont pris en charge par un fonds de solidarité à partir du moment de la date du dépôt en fait de ton dossier de cessation de paiement au tribunal de commerce. Donc voilà, ils sont aussi sécurisés quelque part. Après, tu as de l'administratif, tu as du temps pour ça. Donc il faut les prévenir, de dire bah voilà, vous allez être payé, mais il y aura peut-être
un mois où ce sera pas de l'argent perdu, mais par contre, il mettra du temps à arriver. Donc, Ouais. gérez aussi votre budget perso pour ça. Euh, c'est chaud et je les remercie parce que clairement, ça a joué le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on s'était fixé un truc, c'était, je crois, un mois avant où, en gros, on a senti que les offres tomberaient pas juste sur des reprises. On a dit, bah, en fait, on va fixer une date officielle à laquelle on ferme le site et après, on fait toutes les commandes qui sont en cours parce que nous, on produisait à la demande. Donc, si tu veux, le jour où tu fermes le site, tu as encore 15 jours, 3 semaines, les gens envoient leurs mesures, tu fais, etc. Mmh. Et voilà, ça nous tenait à cœur D'aller au bout. d'aller au bout pour nous, pour essayer, entre guillemets, de planter le moins de monde possible. Ouais, tu parlais tout à l'heure des trains à l'heure, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ton post LinkedIn, tout de suite, ça m'a fait tilt et je me suis dit, bah ouais, ok, tu vois, un entrepreneur qui ose aussi parler des choses, voilà, des galères aussi qu'il rencontre. Je trouve ça bien aussi parce que je suis persuadé que comme moi, tu as pu recevoir des messages de gens, soit de soutien, soit voilà, qui t'ont proposé des rencontres et autres. Et je Mm. pense que c'est une belle démarche. Et puis moi, sur ce podcast, évidemment, je rencontre tout type d'entrepreneurs, des petites structures, des plus grandes, certains qui lèvent des fonds, certains qui ont revendu. Évidemment qu'on monte pas une boîte pour licencier, évidemment qu'on monte pas une boîte pour la fermer, mais c'est des choses qui peuvent arriver à un moment donné. Et Mm. donc, moi, je pense qu'en tout cas, ça mérite d'être partagé et surtout de valoriser des profils comme le tien qui ont osé, qui osent et qui, au final, enfin voilà, peuvent contribuer aussi à aider la communauté de la sorte. Et je suis Écoute, persuadé que ça te reviendra aussi, toi, derrière, quoi. écoute, en tout cas, je l'ai déjà reçu d'autres manières et donc moi, je trouve ça canon de pouvoir repartager et surtout, voilà, dans les quelques retours d'expérience, ce que je disais sur le B2B, ce que je disais sur le fait d'anticiper aussi de la session, des choses comme ça. Enfin, voilà, que dans le parcours d'un entrepreneur, on sache être lucide sur si ça galère, c'est quoi les pistes, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux corriger justement pour éviter la fermeture. Ok. Alors, je vois l'heure qui file et il va falloir bientôt qu'on se quitte. Mon avant-dernière question, c'est plus, c'est quoi du coup la suite pour toi? Alors la suite, là, aujourd'hui, elle est salariée. Donc, je suis redevenu salarié grâce à, on va dire aussi au réseau au sens conseil. En fait, pour gérer les charges fixes de Fier comme un pan pendant la partie où j'essayais de céder et donc la première charge fixe, c'était très vite les salaires. Donc moi, j'ai cherché du travail de conseil. Je me suis mis en fait en mi-temps pour financer la charge salariale par cette mission-là et alléger les charges de Fier comme un pan. Donc j'ai fait ça pendant 4 mois. Et puis après, là, du coup, l'entreprise souhaitait poursuivre sur un CDI. Donc je pilote une activité, tu vois, de création, distribution d'accessoires literie, matelas, oreillers. Et donc voilà, je réapprends à être salarié après en étant pilote d'une activité, donc Certaine autonomie. très clairement une bonne autonomie. Euh, j'apprends, je vois comment ça se passe, s'il y a des choses pas évidentes. Je sais que je pense qu'il y a 3 mois, j'aurais dit je recréerai pas. C'était tellement un marathon et je ne pensais pas que ce serait tellement un marathon. Et puis, je pense que là, si je sens bien un truc et que j'ai une bonne idée, j'y vais. Donc oui, je pense que tu as pour différentes raisons, mais tu as, une confiance en soi aussi qui est quand même passée, malgré tout. Mmh. C'est-à-dire que tu sais par quel chemin tu peux aller, et voilà. Je pense que j'aurais besoin de sentir quelque chose où il peut y avoir une traction plus marquée. Ou du coup, tu vas peut-être avoir clairement d'autres galères. Hein. C'est-à-dire que avoir une boîte qui fait beaucoup de volume, c'est pas forcément que un succès et que du repos. Mais tu vois, pour être dans une dynamique où tu arrives plus vite à être dans cette certitude de te dire, ok, c'est un peu stable,
il y a des galères, mais je sais que j'arrive à trouver un point d'équilibre plus rapidement. Ok, donc tu remonteras en selle probablement un jour. C'est possible. S'il y a des gens qui ont des idées, n'hésitez pas. Ça a été le sujet de l'été, parce que voilà, un peu de vacances, ça a été la liste des 10 projets que tu mets dans un carnet. Bon, super, Laurent. Écoute, le message est passé pour tous ceux qui t'écoutent. Ça nous emmène vers la conclusion de cet épisode. Ma dernière question, du coup, c'est ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur? Euh, c'est vraiment faire en sorte que tu fasses bouger les lignes d'un marché, d'un secteur, d'un produit, que tu le rendes différent par ton énergie, ta créativité, en fait, que tu apportes ta pierre à l'édifice. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est quand même de faire passer d'un état A à un état B, un marché, un produit, un secteur. J'avais du mal, pour moi, à aller faire exactement la même chose, tu vois, genre, j'étais en agence de conseil marketing, bah, j'allais ouvrir mon agence de conseil marketing, alors que c'est de l'entrepreneuriat aussi, très clairement, mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que j'aime bien ce côté, peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis très inspiré par les dimensions d'industrie, par voilà, essayer de faire en sorte que on, on apporte de la valeur, quoi. On fasse bouger un peu plus les choses. Ok, bon bah écoute, super. Merci beaucoup. Merci Laurent pour ta transparence, pour ces partages. Et voilà, j'espère qu'ils aideront, et j'en suis persuadé, nos nombreux auditrices et auditeurs. On te souhaite évidemment une bonne suite. Pour tous ceux qui veulent te contacter, on peut te retrouver sur LinkedIn, donc Laurent Bouten, Bouten. Tu es pas mal actif, hein, on l'a vu. Et puis, il me reste juste à vous tous aussi vous remercier, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés. J'en profite pour vous passer aussi un appel pour ceux qui veulent me proposer des intervenants, des personnes qui souhaiteraient partager leur retour d'expérience, qu'ils aient connu effectivement des challenges relevés ou des moments galères. C'est aussi ça, ce podcast, c'est de pouvoir s'entraider tous ensemble et partager ces fameux retours d'expérience. Donc un grand merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parlez du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité. C'en est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine.